Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la Cyber, le seul podcast qui décrypte pour vous les enjeux de cybersécurité de façon décomplexée. Je suis très heureux de commencer cette nouvelle série de podcasts avec Franck Rouxel, cofondateur de l'Agora des RSSI. Bonjour Franck. Bonjour Julien. On va ensemble balayer plusieurs sujets, NIS2, l'IA appliquée à la cyber, la souveraineté, l'assurance de la cyber, peut-être un jour un sujet sur la résilience également. On va commencer aujourd'hui avec un sujet qui concerne tout le monde, NIS2, à quoi ça sert, quelles sont les attentions, comment les entreprises doivent s'y préparer. On va ensemble essayer de décrypter tout cela. D'abord, Franck, est-ce que tu peux nous donner ta définition de NIS2 ? Alors, il y a la définition NIS2. NIS2, c'est une directive européenne qui vise à augmenter, je dirais, la capacité d'un ensemble d'entités régulées identifiées par l'Europe face aux différentes menaces cyber qui montent en puissance, etc. À tous les incidents qu'on a pu voir depuis Nice 1, parce que si Nice 2, c'est parce que... Enfin, si Nice dit 2, c'est parce qu'il y a eu un Nice 1. Et donc, l'objectif là, c'est d'étendre le nombre d'entités régulées, parce qu'on constate finalement que le premier niveau n'était pas forcément suffisant. D'harmoniser au niveau européen, parce que tout le monde n'était pas forcément d'accord sur la définition de ce qu'était l'entité régulée ou non. Donc, d'avoir une définition plus précise. Et d'engager une approche, je dirais que ce que j'aime dans NIS 2, c'est commencer à démocratiser une approche risque qui engage notamment la direction de l'entreprise, pour améliorer le niveau de cybersécurité de l'ensemble de ces entités régulées. Après, sur ma définition, je dirais que c'est un outil de l'Europe, c'est l'analyse de risque de l'Europe, finalement, c'est la manière d'un État et d'un ensemble d'États de dire, bon, quelles sont mes mesures à moi pour augmenter le niveau de cybersécurité des entreprises, des populations, réduire le risque, etc. Et donc, je fais une régulation. On est d'accord, c'est une réglementation qui est imposée par l'Europe. Alors imposée, elle a été négociée entre les États européens, mais elle vise à être un standard européen. Nice 1, ça remonte à quand ? Je ne l'ai plus particulièrement en tête, 2016 ou 2017, dans ces eaux-là. D'accord. Nice 2, ça va être mis en service à partir de quel moment ? Alors ça devrait déjà l'être. D'accord. Mais la plupart des pays européens sont à la bourre. La France, tout autant, au regard du contexte politique, ça n'a pas forcément été la priorité. Il devait y avoir une transposition par tous les États européens. Puisque c'est une directive, c'est à transposer dans du droit national, donc ça devait être transposé pour octobre de l'année dernière. Et c'était applicable, donc c'était 17 octobre et applicable au 18. Donc en l'état, il y a assez peu de... 2024, on est bien d'accord. 2024, exactement. C'est quoi l'intention derrière ? C'est quoi ? C'est protéger les entreprises, protéger les nations, protéger l'Union européenne. On va revenir sur le contexte géopolitique. Mais c'est quoi l'intention derrière de Nice 2 ? En fait, tout tient à la définition des entités régulées. Si on regarde ce que sont les entités régulées, on va avoir le transport, on va avoir de l'alimentation, on va avoir de l'énergie, on va avoir en fait un ensemble de fonctions qui sont nécessaires pour faire fonctionner nos sociétés. Il y a une taille d'entreprise qui est concernée ? Il y a une gradation. En fait, on parle ça va. En fait, Nice 2 s'articule aussi avec une autre directive sur les entités critiques. Mais globalement, on va considérer qu'il y a des entités essentielles, dont l'activité est nécessaire pour faire tourner le pays, et des entités importantes, qui sont de second degré, qui vont être potentiellement des suppliers aussi, des premiers, des fournisseurs. Donc il y a toute une chaîne de dépendance qu'on cherche à adresser. Il y a des tailles d'entreprise aussi. Enfin, il y a une gradation dans les mesures de ce qu'on demande en fonction de la taille de l'entreprise et de l'importance de l'entité. On ne va pas demander à une PME de faire la même chose que pour un grand groupe du CAC 40, par exemple. Ça veut dire quoi ? Que, en gros, c'est les entreprises du SBF 200, CAC 40 ? Alors, pas forcément. C'est là où, dans les entités importantes, il peut très bien y avoir, si je prends un exemple fictif, mais je construis une centrale nucléaire, j'ai une PME qui fabrique les boulons de ma centrale nucléaire, potentiellement, cette entreprise qui fabrique des boulons va être assujettie. Ok. Donc, Et donc, cette réglementation, elle oblige à quoi concrètement ? Elle invite sous peine alors ce qu'il faut, en fait, il y a plusieurs étages à la fusée. C'est une obligation parce que si on le respecte pas, déjà on indique un ensemble d'exigences. D'accord.
Donc un assessment risque, un engagement des autorités et un ensemble de mesures qui sont proposées par les différents États. Si on ne le fait pas, il y a une légitimité pour les autorités de contrôle national, donc de venir auditer, de venir enjoindre, d'augmenter le niveau de sécurité, etc. Donc pareil, il y a une logique progressive. Et par ailleurs, derrière, un peu sur le principe du RGPD, il y a un principe de sanction. C'est-à-dire, en l'absence, arrivé à un certain niveau, je ne sais pas, de résistance ou d'absence d'application ou de recommandation ou autre, on peut avoir des sanctions en pourcentage du CA mondial et donc poser des pénalités à l'entreprise. Qui impose les sanctions? C'est l'Union européenne ou c'est le pays qui est concerné? C'est le pays, ouais. D'accord. Question, d'abord, on en est où aujourd'hui sur cette implémentation, sur la mise à niveau, j'allais dire, des entreprises? D'ailleurs, c'est entreprises privées et publiques ou uniquement les entreprises privées? Publiques aussi. D'accord. Et donc on en est où aujourd'hui? C'est une bonne question. On est au mois de janvier 2025, pour les auditeurs qui nous écoutent. Ça dépend de chacun. Les entreprises qui étaient déjà alertes, donc il y a eu une audition récemment, la semaine dernière, au Sénat sur justement des professionnels cyber sur le sujet de l'application de NIS 2. Ceux qui sont déjà alertes sur la cyber, qui le faisaient déjà, qui avaient une maturité, sont au courant de NIS 2, et quand bien même il n'y a pas de transposition, ça ne les empêche pas d'anticiper déjà des choses qui sont demandées dans le cadre de NIS 2. Ça, c'est le premier point. Par contre, ceux qui ne sont pas au courant, qui ne s'y intéressaient pas, qui ne savent même pas que potentiellement ils sont entités régulées, ceux-là continuent de complètement l'ignorer. Comment on sait justement qu'on est entité régulée ? On le sait au sens du texte, qui est assez clair sur le fait qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas. En France... Parce que les entreprises sont nommées ou pas dans ce texte? Non, nommées au sens... Par exemple, si je m'appelle Dupont SAS, est-ce que je suis nommé dans le texte qui va dire Dupont SAS doit se mettre en conformité par rapport à NIS 2? Non, ça va être en France, on va avoir un texte qui dit toutes les entités énergie doivent se conformer à, et je suis entité énergie, donc je vais me déclarer à l'ANSSI en disant je pense que je suis une entité qui est assujettie. Confirme ou non Confirme, infirme, etc. Et après on établit la relation, puisque ça reste quand même une approche qui est après sous une logique de contrôle par les autorités de contrôle, enfin ce qui sera mis en place, parce que c'est des choses qui sont encore en cours de définition, au sens finalement, quelle est la comitologie nationale qui sera mise en œuvre pour servir de support à toutes ces entreprises qui voudront ou qui auront à se mettre en conformité NIS 2. D'accord. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'ai compris à quoi ça sert, j'ai compris ce qu'on veut en faire. J'ai un peu le sentiment que ça fait des années, on a parlé de la RGPD, tu as parlé de NIS 1, la réglementation elle est là, elle est plutôt appliquée par les entreprises parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir des amendes, même si parfois ça prend du temps. J'ai l'impression que finalement on n'a jamais eu autant de fuites de données, qu'il n'y a jamais eu autant de problèmes par rapport aux enjeux de cybersécurité. Est-ce que cette réglementation-là, elle fonctionne ou pas dans les faits? Moi, je regarde ça de l'extérieur, mais j'ai l'impression que finalement, on n'a jamais eu autant de problèmes. La première question, je ne serais pas aussi confiant que toi sur le fait que ces réglementations soient appliquées. Ouais. Ou pour le moins soient appliquées avec la compréhension de la finalité de cette réglementation. On a beaucoup d'approches par conformité. J'ai vu que je devais faire un truc, je fais un truc, etc. Mais est-ce que pour autant j'ai compris la finalité de cette réglementation qui vise à ce que mon activité perdure et soit protégée? Pas forcément. Le deuxième, c'est qu'en fait, il n'y a pas de feedback. Typiquement, NIS 2 est une itération sur NIS 1. Ouais. Mais il n'y a aucune mesure d'efficacité de NIS 1, du niveau de conformité des entreprises qui étaient assujetties à NIS 1. On ne calcule pas l'efficience de la mesure, finalement. On n'a aucune mesure objective sur le nombre d'entités régulées par NIS 1, combien sont conformes, combien ne sont pas conformes, quelles ont été les difficultés, pour qu'il y ait une forme de feedback qui soit injectée dans NIS 2. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est qu'une approche strictement réglementaire,
Elle a ses limites. Tu citais les incidents. Enfin, j'en prends un. C'est pas Nice 2, mais si on prend l'ensemble des fuites de données qu'il y a eu l'année dernière sur les données personnelles qui ont été... je ne sais pas quel Français a échappé à la fuite de ces données personnelles l'année dernière. Je pense que toutes nos données à tout le monde sont aujourd'hui libres d'accès. Exactement. Et pourtant, il y a un RGPD qui tourne, il y a une autorité de contrôle et c'est pas quelque chose de récent ni de nouveau. Donc, c'est là où je réinterroge sur ces entités telles conformes. Si elles n'ont pas pris de pénalité, c'est pas forcément public. Donc, je sais pas si elles ont eu des amendes par rapport à ce qui s'était passé. Mais finalement, on ne sait pas. Ça marche pas. Enfin, je veux dire, globalement, ça n'a pas protégé les données personnelles. On parle pour toi. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça très bien. Il y a tous les avis, mais en tout cas, toi, tu n'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas, je dis que c'est pas suffisant. C'est-à-dire que... Ça veut dire qu'il faut aller plus loin dans la réglementation ou il faut déréglementer? Alors c'est un petit peu à la mode en ce moment du côté ouest de l'Europe si on traverse l'Atlantique, mais c'est quoi finalement la bonne solution et ta conviction? Si on régule trop, on fige. Ouais. Or on arrive dans un monde qui est de plus en plus incertain, chaotique, que ce soit climat, que ce soit politique, géopolitique, etc. Si on crée un système figé, ce système figé, il ne sait pas s'adapter à des conditions changeantes. Ouais. Donc la finalité, ça rebondit un petit peu sur la résilience que tu évoquais, si je veux rendre mon activité voire en capacité de s'adapter à un contexte changeant, si mes règles du jeu sont trop fines, on parle souvent en France de la surinterprétation et surapplication des textes européens, je vais amener plus de règles, mais qui finalement vont figer, et en plus pousser à plus de conformité, mais faire passer à côté de l'objectif qu'on cherche tous à atteindre, qui est quand même de sécuriser cette activité. Et c'est là où, pour moi, il y a une très bonne chose en Nice 2, qui existait dans Nice 1, mais là, à l'échelle des entreprises, qui est de dire il y a une responsabilité du dirigeant, ça déjà c'est important. Il faut une vision risque, et c'est la vision risque qui vient finalement arbitrer d'une certaine manière l'acceptation de l'application de certaines exigences au regard de l'activité et la capacité à le justifier. Et ça fait sens. Par contre, descendre dans des règles où dogmatiquement, je dirais, on dirait tiens, il faut que tu appliques telle règle, sans tenir compte de la connotation métier, le vrai sujet, c'est qu'on sécurise un métier. Ouais. Et toute la force d'un RSSI, toute la valeur d'un RSSI dans une entreprise, finalement, c'est d'amener la connotation métier et de défendre vis-à-vis du régulateur, d'avoir pris certaines postures en termes de risques et de mesures pour traiter au regard de sa particularité métier. Et c'est là, et je terminerai sur ce point, que dans cette audition du Sénat que j'évoquais, on évoque le fait d'inclure aussi les ministères des différents secteurs qui vont avoir aussi dans, je dirais, ces arbitrages avec ces commissions sur Nice 2, est-ce que tu l'as fait, bien fait, etc., d'avoir une vue métier, en fait, qui viennent dire, ouais, mais attention, dans tel contexte, ou tel business, etc. Et on n'a pas parlé des coûts. Oui, on va en parler aussi, mais est-ce que, pour finir sur cette partie-là, est-ce que, quelque part, ça rassure pas un petit peu les consommateurs que l'on est dans la vie de tous les jours, d'avoir des réglementations qui sont appliquées à l'instar de Nice 2, on peut parler aussi de la RGPD, peut-être qu'il y aura une RGPD 2, j'en sais rien. La CNIL permet quand même de réguler, de rassurer quelque part. Mais est-ce qu'on peut demander à l'État d'être à la fois agile, de mettre de la réglementation? J'ai l'impression qu'on demande un petit peu tout à l'État finalement et que pour eux c'est assez complexe. Oui, l'État est dans son rôle dans une action par la réglementation. Ouais. Ça fait partie des outils à sa disposition dans un état de droit pour, je dirais, influer sur la vie de la société. Mais ça n'est pas suffisant. Et on ne peut pas tout demander aux régulateurs parce qu'effectivement, tout ne viendra pas de la régulation. Donc c'est les entreprises qui doivent investir pour se protéger, pour conserver leur souveraineté. En préparant cet épisode, tu m'avais dit finalement... les entreprises aujourd'hui, elles ne font pas de la cyber par conviction, elles le font par obligation. Est-ce que c'est quelque chose qui tend à évoluer ou pas? Et comment tu le perçois? Je pense que ça dépend. Bon, après, j'ai ma propre expérience, effectivement, et les choses que j'ai pu rencontrer, mais très souvent, quand on discute entre membres du club ou RSSI et collègues, ce qu'on voit, c'est la difficulté. Si je devais résumer, la cybersécurité est un excellent thermomètre des dysfonctionnements d'une entreprise.
à tout niveau. Souvent, je parle de security as quality. Beaucoup de choses, si on ramène à de la sécurité dans l'IT, beaucoup de la sécurité, si les choses sont faites correctement en IT, il n'y a pas besoin de solutions supplémentaires, il n'y a pas besoin d'agir, c'est juste de la qualité de l'IT. De la même manière, sur l'organisation, ça va être, s'il y a des process institués avec des rôles qui sont clairement identifiés et on sait à qui on doit faire appel sur un sujet donné, alors il est simple d'aller inclure finalement en sidecar une fonction cyber, etc. pour dire, OK, on rajoute ce trigger. Le problème de fond, c'est que les organisations sont, si je prends privé, parce que l'administration a quand même une culture de la gestion du risque posée par l'État depuis longtemps, donc là c'est plus une logique de moyens et des moyens disponibles côté de l'État pour l'adresser. Mais côté privé, le sujet surtout c'est l'aspect ROI. Et finalement, un chef d'entreprise voit ça comme un centre de coût. Et dans beaucoup d'entreprises, ce que je constate, c'est qu'effectivement la cyber est un centre de coût. Et donc, tout le challenge, c'est d'arriver à... Et c'est très compliqué pour un RSSI, selon le positionnement qu'il a dans l'entreprise, déjà d'une part, et par ailleurs ses qualités, d'aller défendre le fait que c'est du ROI. Aussi dans la capacité à vendre, à assurer le business, etc. Pour autant, à chaque fois, finalement, on en arrive à dire, il n'y a pas de chiffres. On cherche souvent des chiffres à dire, si tu ne le fais pas, alors, et on nous sort des chiffres sur ce que coûte un incident cyber, mais finalement, ils sont quand même toujours difficiles à recouper. On l'a vu, nous, dans certains témoignages dans le club, je ne citerai pas l'entreprise, mais qui disait à quel point ils avaient été à 2 doigts de la faillite suite à cet incident qui avait touché l'ensemble de la chaîne, etc. Mais finalement, si on regarde bien, dans cette entreprise, on avait en témoignage un DSI, il n'y avait pas de RSSI, le chef d'entreprise, et donc la fonction cyber n'était pas tenue en propre. Donc, on a tout un sujet de la culture, de comprendre que pour faire du business maintenant dans un contexte de menaces prégnantes un peu à tout niveau, alors il faut s'y préparer. Que s'y préparer, c'est un sujet business, mais il y a aussi un rôle du côté de tous les acteurs de la cyber, RSSI, etc., de ne pas être dans une forme de dogmatisme réglementaire, parce que finalement c'est le seul argument qu'on trouvait jusqu'ici pour réussir à défendre en disant mais c'est la loi pour essayer de faire avancer dans l'entreprise, et d'aller en compréhension du business pour vraiment aller mettre le niveau de cyber au bon niveau pour l'entreprise en question. En t'écoutant, ça me fait penser un petit peu aux enjeux de RSE. On voit qu'aujourd'hui, toutes les entreprises font de la RSE, se préoccupent de la RSE, mais parce que ça devient un outil marketing. Alors que la cyber, on a du mal à le voir davantage comme un outil marketing. Il y a de ça, et si tu regardes sur le RSE, il y a des choses quand même, des points récents qui font qu'on y fait attention. Les hausses de coûts de l'énergie, il y a pas mal d'aspects maintenant qui tout de suite augmentent les charges de l'entreprise et on se dit oula, ok. Mais donc le ROI, il est tout de suite prouvé. Exactement. Et est-ce que finalement, donc les entreprises, ok, elles le font davantage par obligation. Là aussi, en préparant cet épisode, toi comme moi, on s'est dit finalement, est-ce que les entreprises, elles ne deviennent pas un petit peu sous tutelle de l'État, à être obligées. Voilà, l'État met forcément une législation pour obliger les entreprises. Et encore une fois, on a préparé cet épisode il y a quelques temps maintenant. Depuis, Trump est passé au pouvoir. On voit que de l'autre côté, ça dérégule au quotidien. Et qu'on nous promet que les US, à tort ou à raison, j'en sais rien, seront le nouvel Eldorado, au moins d'un point de vue économique. C'est exactement ça. Ils ont... On observe, et quand le démantèlement est assez... en tout cas, ce qui est lancé. Après, on verra dans les faits ce que donnera l'histoire. Mais même côté cybersécurité américaine, déjà, ils avaient leurs propres problèmes. On a quand même eu quelques incidents, notamment côté opérateur, qui ont montré que les États-Unis avaient leurs propres problèmes en termes d'assurer leur cybersécurité. Des entités de qualité, CISA et consorts, qui font beaucoup de choses, et un État qui était quand même organisé en appui du business, lui, par contre, plus que ce qu'on a en Europe. C'est-à-dire donner les moyens, expliquer les textes, accompagner les entreprises pendant une période donnée avec de l'incentive
j'en ai pas les formes exactes, mais je veux dire, qui globalement vise à dire on vous allège la charge fiscale si vous investissez dans la cyber sur cette période ou des sujets de cette nature-là. Et là, on a un extrême un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est libertarien qui est de dire bon, on pète toutes ces règles. Finalement, c'est la loi de la jungle qui primera et ceux qui doivent tenir qui tiendront, et puis that's all. Le problème qu'on va avoir là-dessus, et là, ça refait rebondir par rapport au coût, c'est que si on se met en compétition, parce que finalement on est en compétition, beaucoup d'entreprises mondiales, challenge, marché, etc. Ça crée un petit peu la même chose que ce que les agriculteurs reprochaient par exemple au Mercosur ou ce genre de choses. Les coûts vont être moindres pour d'autres. Nous, on a des coûts assujettis dans le fait de devoir... À la réglementation qui est obligatoire. Y être conforme, et donc ça crée un dépositionnement. Donc on va perdre en compétitivité. Mais ça n'est même pas propre qu'aux États-Unis. Si on regarde bien, Nice 2, un des points qui m'interrogeait, mais sur lequel je n'ai pas forcément de réponse, mais c'est que ça reste une transposition nationale. Ouais. Donc même au sein de l'Europe, on a encore une approche fragmentaire, parce que l'approche de la Lituanie ne va pas être l'approche de la Roumanie, ne va pas être l'approche de la France. Alors que eux, c'est au niveau fédéral, et après, on va avoir des déclinaisons. Mais donc... ça crée des difficultés. C'est pour ça que je pense que les entreprises n'y vont pas facilement, parce que finalement, ça c'est compris comme des centres de coûts. Valoriser la qualité, c'est compliqué, parce que finalement, il y a toujours la compétitivité prix quand même qui rentre en ligne de compte. Et comment faire de la cyber à bon prix ? Et là, cette pression va s'accentuer parce que beaucoup de solutions cyber reposent sur des solutions cloud qui sont US. Si on remonte la barrière, on a eu le cas sur l'Asie il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, 30%, Microsoft qui augmente de 30% ses tarifs sur toutes ces solutions cloud en Asie. Et ça, ils peuvent le faire en claquant des doigts. Et donc, comment les entreprises vont gérer cette inflation ? Pour continuer sur Nice 2, chez Agora Manager, on a plus de 13 fonctions qui sont représentées. Finalement, aujourd'hui, quand tu parles avec les différents métiers, en dehors de l'IT, je vais appeler l'IT, l'Agora des DSI, RSSI et Chief Data Officer, ils n'ont pas conscience de ce qu'est Nice 2, ils ne le voient pas forcément arriver. Tu voulais pas dire tout le monde s'en fout, c'est ça ? Voilà, exactement, c'est un peu ça, c'est un peu tout le monde s'en fout. Et moi, je me mets à la place des DSI, des RSSI. Tu l'as dit, c'est pas que des boîtes du CAC 40. Comment ils doivent porter ce sujet-là ? Parce que finalement, ok, une fois qu'on a dit tout le monde s'en fout, mais ils sont bien obligés d'y aller. Comment ils doivent, est-ce qu'ils doivent impliquer les métiers là-dedans ? On parle de RSE aujourd'hui, tous les métiers sont impliqués dans la RSE. Comment ils peuvent emporter et embarquer les métiers ? Ça doit venir de la direction générale, ça doit venir d'où ? Pour aussi leur apporter des solutions, parce que on pointe du doigt des problèmes, mais il faut aussi apporter son lot de solutions. Il faut forcément une implication de la direction. Si on n'a pas une implication de la direction, je vais prendre l'image en tant qu'ancien militaire du principe du chef. Si le chef n'est pas convaincu, les troupes ne vont pas suivre. Ouais. Donc il faut forcément que la direction soit convaincue, comprennent les enjeux à minima pour que derrière, ceux qui sont porteurs du sujet d'accompagner et d'essayer d'atteindre la cible que pose Nice 2 puissent se faire de manière, j'ai envie de dire, tous ensemble, métier, cyber, DSI, OnCo. Mais est-ce que les directions générales, si demain un DSI, un RSSI, peu importe, explique à son directeur ou sa directrice générale que c'est le chef d'établissement qui est responsable de la non-application de Nice 2, est-ce que là, ça ne va pas faciliter les choses ? La peur, enfin le bâton, quoi, la peur par le bâton. Ça, oui. Mais finalement, après, moi, ce qui me dérange dans ce côté-là, c'est qu'on est toujours le corbeau. Ouais. Bon, j'ai pas tenu que des fonctions cyber, j'ai toujours eu à côté une fonction rendre le service, etc. Mais finalement, à chaque fois qu'on parle d'un événement, d'une faille, d'une réglementation, à chaque fois, on arrive en mode bonjour, il va falloir dépenser plein d'argent parce qu'il y a plein de trucs qu'on fait pas comme il faut, ou attention, il y a un risque phénoménal, ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment arriver à dire et à être moi, ce que j'appelle le business enabler, c'est-à-dire arriver à faire comprendre aux métiers qu'on est là pour les aider, à travailler avec eux et montrer que finalement, on est aidant
que ce soit pour répondre à des appels d'offres. Maintenant, dans la plupart des appels d'offres, il y a de plus en plus des checklists cyber dans tous les sens pour avoir, j'ai envie de dire, le service rendu qui soit fiable et qu'on montre que finalement, tiens, quand il y a les aléas, la tempête, on parle de vulnérabilité ou autre, nous, tout va bien, on est tranquille parce que finalement, les choses sont gérées. De montrer petit à petit au métier que il n'y a pas deux sujets, c'est pas et le métier, et l'IT et la cyber qui sont à part. Non, c'est tous ensemble au profit du service rendu, du business en tant que tel et de faire grandir l'entreprise, tout simplement. Et alors, là aussi, pour donner des clés à ces managers IT, cyber dans leurs entreprises qui doivent être confrontés au métier, aux directions générales, quel discours ils doivent adopter ? Je pense qu'ils essayent déjà et qu'ils le savent déjà pour la plupart. Moi, des échanges, c'est plutôt... ils se tapent des murs. Donc c'est qu'ils n'ont pas le bon discours, pardon, mais si à un moment donné le discours n'a pas d'impact. Oui, on a fait des soirées sur la communication en Comex pour les ciseaux, mais certes, il y a la vente, si on doit le dire comme ça, du professionnel de son métier. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas une situation récente. Un des vrais sujets, un des pain points principaux, je laisserai les RSSI confirmer et sous le contrôle, ils me reprendront au club si besoin, mais ils ont tous une dette phénoménale à gérer. Ouais. Les débuts de l'IT, ça n'a pas été des sujets où on faisait attention à ces aspects cyber, etc. Et donc, le poids de cette dette représente en termes de transformation souvent des coûts qui sont prohibitifs. Et donc, il se retrouve articulé à faire un grand écart entre un legacy où il faut essayer de mettre des sacs de sable et des Gatling pour éviter que le truc se fasse poney parce qu'il est indispensable au business de l'entreprise. Et de l'autre côté, du cloud mode, tiens, il y a du chat GPT, blabla, pour le marketing, je sais pas quoi, et faire le grand écart. Donc, c'est kafkaïen. Pour moi, bien sûr, on est des acteurs de faire monter cette maturité du côté C-level, etc. Mais il y a peut-être une part, souvent, là, j'en discutais avec certains sur le campus cyber, par exemple, ce genre d'entité qui rayonne, qui est quand même un phare, qui a été monté pour promouvoir à l'international la cyber en France. Je trouve que le premier sujet serait peut-être promouvoir à quel point la cybersécurité est importante en France sur du C-level et aller sensibiliser du C-level par l'extérieur. Ouais. J'ai trop vu de RSSI ou de DSI quand j'étais plutôt côté business qui limite m'appelait à l'aide en disant mais comment quelqu'un peut m'aider à expliquer à mon patron parce que j'y arrive pas, quoi. Ouais, on en est encore là. Une fois qu'on a dit tout ça sur NIS 2, comment tu vois l'avenir de cette réglementation ? On est en janvier 2025. Est-ce que l'avenir, là, les prochains mois, c'est toutes les entreprises vont s'y mettre parce que de toute façon, elles n'ont pas le choix ? Est-ce qu'on est déjà en train, dans le Parlement européen, de préparer NIS 3 ? On en est où ? Pour moi, ça va venir pousser... Enfin, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais. Ceux qui sont matures vont l'anticiper et vont le traiter correctement parce qu'ils ont déjà cette maturité et donc ils avancent. Les autres, ça n'avancera que quand l'État aura transposé, que tout d'un coup il y aura une règle ou que tu auras un incident cyber et qui commenceront à se sentir concernés. Mais de ma lecture, trop de lecture conformité pour l'instant, des gens qui, quand on dit conformité, ça donne pas envie, donc plutôt de l'évitement. Ouais. Et je suis pas convaincu du succès de NIS 2 à court terme en tout cas. Ouais. Bon, c'est pas très optimiste comme fin d'interview, mais merci en tout cas pour ta franchise. Je rappelle que tu es cofondateur de l'Agora RSSI CISO. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier épisode des Enfants de la Cyber, le seul podcast qui décrypte pour vous les enjeux de cybersécurité de façon décomplexée. Merci, à bientôt. À bientôt.